Présentatrice télé, communicante, activiste des droits de la femme, Mildred Mukenga est notre invitée. Avec elle, nous parlons de son livre Inki, un livre apparu aux éditions Nyuki, et justement Mildred Mukenga, qui est au cœur de la valorisation de la culture africaine et particulièrement congolaise à travers cet ouvrage, nous donne d'explorer la forêt équatoriale avec ses puissantes croyances, mais aussi au cœur du mysticisme avec le fameux fétiche Mosele Bende. Elle est ici sur ce plateau, justement Mildred Mukenga, bienvenue. Merci ONCS. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et j'espère que l'échange sera alléchant et surtout que vous nous emballez avec cet ouvrage très intéressant. Le plaisir est partagé ONCS. Je suis très ravie d'être invitée dans cette émission. Inki, c'est déjà quoi? Inki, le prénom ou le livre? Le livre. Alors, Inki, c'est un roman, une romance, un livre qui raconte l'histoire de deux jeunes, on va dire congolais, qui commence par la jeune Inki, justement, qui n'a jamais connu son père et qui a grandi avec une maman très attentionnée. Et malheureusement, il va se passer beaucoup de choses. Inki va grandir donc avec le mari de sa mère et qui va d'ailleurs mourir brusquement. Sa maman va être spoliée et c'est là que la vie de Inki va basculer. Donc c'est là qu'elle va réaliser qu'il va falloir qu'elle prenne sa vie en main pour pouvoir aider sa mère, puisque se retrouver dans cette situation où on est veuve, mais au lieu de s'occuper de sa situation de femme veuve, on est obligé, on subit en quelque sorte une violence psychologique. Donc Inki va s'armer de courage, de force pour essayer de sortir sa maman de cette situation. Et c'est là que son destin va croiser. C'est celui de Imani, un chef d'entreprise charismatique. Et voilà, l'histoire commence là. Très belle histoire parce que là-dedans, on parle de la résilience de cette femme. Mais avant de parler de cette histoire où l'amour s'entremêle à la trahison, à l'escroquerie des églises, aussi un peu plus loin, on parle ici de la spiritualité, aussi du mysticisme ancestral. Alors, la forêt équatoriale, que vous scandez tant dans cet ouvrage, que vous essayez de présenter dans cet ouvrage, pour vous, c'est vraiment une forêt où on retrouve toutes les richesses. Alors, très jeune, j'ai eu la chance d'écouter les récits de chez nous, les contes racontés par ma mère, mes grands-mères. Et il s'agissait des histoires sur les peuples autochtones, par exemple. Donc, des histoires des peuples qui vivent dans cette forêt. Et j'étais tellement fascinée, mes sœurs et moi, ma famille, tout le monde était fasciné à écouter ces histoires, à découvrir toute cette richesse inexplorée, inexploitée qui existe dans cette forêt. On parle des arbres, on parle des feuilles, on parle des fétiches, mais vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on vous raconte ça, ça vous fait rêver en même temps. Nous, on a passé des soirées à écouter ce genre de choses et à chaque fois, on en demandait toujours. La suite, c'est quoi? On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et devenue maman, moi, un jour, je me suis retrouvée, j'ai été en incapacité de transmettre cela à mes enfants. J'avais perdu quelques brides de ces histoires. Et c'est là que je me suis dit, non, c'est très important de pouvoir décrire cette histoire, ces histoires, pour que les autres générations, en l'occurrence, mes enfants, pourquoi pas, en profitent également. Préserver la tradition africaine et particulièrement congolaise à travers cet ouvrage, c'est un credo pour vous, c'est une mission pour vous, c'est un objectif? Je dirais que c'est une mission parce que j'ai toujours été admirative de l'originalité. Ma carrière, je l'ai commencée en tant que maquilleuse. Donc à l'époque, je faisais du maquillage artistique, mais après avoir fait des recherches sur comment est-ce que les femmes à l'époque se maquillaient, comment est-ce qu'elles se coiffaient. J'ai fait ces recherches-là pour savoir aussi si chez nous, il existait quand même du savoir-faire dans ce sens. Et j'avais fait des expositions dans ce sens. Et j'ai même fait un peu de design. Bon, j'ai touché à tout, voilà, je reconnais. Avec beaucoup de casquettes. Oui. Justement, quand on parle de cette fameuse tradition dont vous évoquez brillamment dans cet ouvrage, vous parlez du Mosele Bende. Il s'agit d'un fétiche qui envoûte
C'est ça le bon Alors, côté, dans le livre, le mot Selebende, c'est uniquement un fétiche de domination. Okay. Alors, ce n'est pas utilisé seulement quand il s'agit des relations amoureuses, mais dans toutes les relations. C'est-à-dire que lorsque tu veux avoir une certaine domination auprès des personnes qui t'écoutent, auprès de ta famille, bref, tu peux l'utiliser. Donc, les bonnes personnes vont l'utiliser pour faire du bien et les mauvaises personnes vont l'utiliser pour faire du mal. Voilà. Et dans le livre, effectivement, on a eu cette démonstration, cette illustration. Il y a de ces personnages qui ont utilisé pour faire du bien, aussi comme Tante Mounier, cette femme dotée de pouvoirs surnaturels et qui utilise son pouvoir pour rétablir le bien. C'est cette femme-là qui a rétabli justement, a fait que la maman de Enki puisse puisse être rétablie dans ses droits lorsqu'elle a été spoliée. Elle a utilisé ce fétiche en prenant une feuille, elle a mis sous sa langue et quand elle parlait, tout ce qu'elle disait était accompagné par un oui. Donc là, c'est le bon côté de ce fétiche que je montre dans le livre. Et l'autre côté, c'est quand Koyeni l'utilise, par exemple, pour vouloir faire du mal. Donc, il y a un peu cette dualité que je montre, qui existe aussi dans la vie en général, pour ce fétiche. Mais, une chose est vraie, ça existe en réalité. Moselebende, ça existe. Sans détour, est-ce que dans la vraie vie, vous seriez-vous tenté de toucher au Moselebende? Non, même pas. Autant je suis admirative sur tous ces savoirs, toutes ces richesses, tout ça, mais j'ai mes limites, non. J'ai mes limites. Ça reste la tradition que vous essayez de promouvoir, en effet. Alors, moi, ce que j'essaye de promouvoir, c'est notre diversité. C'est-à-dire que c'est notre originalité. Aujourd'hui, les moments les plus, on va dire, les moments les plus beaux moments que moi j'ai passés en tant que personnel, en étant sur place, c'est en regardant un film ou en faisant les lectures. Ça a été toujours les moments les plus évasifs. Donc, je comprends mieux l'importance, c'est-à-dire que l'effet qu'un livre, un récit, un conte peut donner à une personne pour son bien-être, pour s'évader. C'est très important. Et bien évidemment, en écoutant des histoires venues d'ailleurs, en lisant les livres, voilà, je me suis dit, mais ce sont des cultures, les cultures, voilà, ce sont les cultures des autres. Mais nous aussi, on a une histoire à raconter. Qu'est-ce que nous racontons? Demain, quand nous ne serons plus là, qu'est-ce que les générations futures vont garder de nous, de notre culture? On ne peut pas continuer à avoir une culture basée sur voilà, l'oral. Il faut qu'on écrive des choses. Il faut que les choses, qu'on continue, qu'on commence à garder le savoir, les histoires, à perpétrer aussi ce que nous avons. Mildred Mukenga, on se rend compte que à la croisée des chemins, la tradition africaine fait face à la modernité. Et puis là où ça choque un peu vos lecteurs, c'est que dans le tome 2 de votre ouvrage, vous dites à proprement parler, les fiançailles chez nous n'existent pas, chez nous ni pour l'Afrique. Comment vous expliquez? Pas forcément pour l'Afrique, je parle là du contexte congolais. Alors, les fiançailles. Chez l'homme blanc, en Occident, les fiançailles, c'est l'homme qui fait une promesse de mariage en enfilant la bague au doigt à sa dulcinée. Et ce geste, pour moi, est symbolique. Et ça ne peut se faire peut-être même qu'avec deux personnes. C'est-à-dire que l'homme lui-même et sa dulcinée. Mais chez nous, ça n'a jamais été le cas en fait. Chez nous, lorsque on veut faire une promesse de mariage ou de dot, on convie toujours la famille. Il y a déjà quand même quelques membres des deux côtés qui sont là témoins. Et il y a des symboles, il y a des gestes qui se font. Il y a de la boisson, vin de palme, et on donne quand même déjà quelques présents à la future mariée. L'homme doit habiller sa future mariée. Il y a de la boisson, il y a même une enveloppe d'argent qu'on donne déjà. Ok? Donc moi je pense que ça, juridiquement parlant, ça peut même avoir plus de valeur que les fiançailles de l'homme blanc. Donc, je ne pense pas que ces deux signes, symboles pour moi, qu'on dise que c'est la même chose. Voilà pourquoi dans le livre, je dis chez nous, les fiançailles, comme
on le fait aujourd'hui, où on enfile la bague au doigt, ben chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et Mildred Mukenga, justement, parlant des fiançailles, ici dans le livre, vous évoquez quand même des cas un peu isolés où des jeunes gens viennent demander au mariage en étant accroupis, on prend une posture qui est tout autre. Mais on se met à genoux. On se met à genoux, vous dites que c'est pas ça. Oui, chez nous, c'est pas comme ça que ça se fait chez nous. Maintenant, aujourd'hui, avec la mondialisation, on le fait aussi. Mais je pense que tout ça ne doit pas nous détourner de de ce que nous faisions avant. On doit toujours pouvoir garder ce côté également. Et dans ce cas, dans ce sens, oui, je pense que les fiançailles ne se faisaient pas de la même manière entre chez nous et en Occident. Et dans ce cas, eux, ils appellent ça fiançailles. Peut-être que nous, on aurait pu avoir... un autre nom. On parle français, ok. On dira que ce sont les fiançailles. Et vous parlez de la préparation d'une jeune femme pour le mariage qui observe deux rituels, on va dire principalement deux rituels. Iwasa, pour vous, c'est quoi? Alors, les jumeaux, il faut savoir que les jumeaux, dans plusieurs cultures, hein, pas qu'au Congo, les jumeaux ne sont pas considérés comme des enfants ordinaires. On leur attribue beaucoup de choses, des pouvoirs. Généralement, lorsque une femme attend déjà des jumeaux, il y a des choses qui commencent même pendant qu'elle est enceinte. Il y a des restrictions, il y a beaucoup de choses. Et à l'époque, chez nous, lorsqu'une femme mettait au monde des jumeaux, c'était déjà une très grande fête. On pouvait célébrer pendant 3 jours les jumeaux. Et lorsque ces derniers viennent au monde, il y a des rituels qui continuent. C'est-à-dire à chaque étape de leur évolution, il y a des rituels. Lorsqu'ils font pousser les dents pour la première fois, il y a des rituels. Lorsqu'ils vont marcher, il y a des rituels. Et généralement, on disait, ça c'est vraiment ce que la légende raconte, lorsqu'on ne respectait pas tout cela, il pouvait y avoir des choses. Et dans le livre, je fais allusion à un autre rituel, c'est-à-dire que là, dans le contexte du livre, la maman avait perdu des jumeaux. Et comme il était question de célébrer un mariage, de faire donc la fête, avant toute chose, il fallait que les jumeaux également puissent prendre leur part de boisson. Et vous dites dans cet ouvrage, vous les enfants de ma mère, vous que je n'ai jamais oublié, soyez heureux pour moi. En ce jour de mes fiançailles, que ma maison soit riche et fertile, que mon mariage soit une réussite, protéger ma vie et celle de ma famille. Est-ce que vous ne nous plongez pas là dans une sorte d'éternel mystère? Il faut savoir que nous sommes une culture qui donne la force, la puissance à l'oral. L'oral, c'est-à-dire que la parole a beaucoup de puissance dans notre culture. Il faut parler. Moi, je me souviens... encore aujourd'hui, il y a des moments où il a fallu que je fasse certaines choses. Ma mère me dit « parle ». Même quand tu as un problème, tu as une situation, tu dois parler. Tu dois sortir de ta bouche certaines choses. Et ça, c'est comme ça. En tout cas, dans la culture congolaise, la parole, la puissance de la parole prononcée, c'est quelque chose de vrai. Et vous dites aussi dans cet ouvrage, c'est que je deviens officiellement fiancé, l'initiation doit se faire. Vous faites allusion à un autre rituel. Un rituel qui est pratiqué beaucoup plus, je ne sais pas, vous allez me contredire ou pas, pratiqué dans la Likwala, on se rend compte qu'il faut préparer la jeune femme à tout, qu'elle soit bonne à tout. On ne rate rien, sans détour, vous parlez de quoi? Alors, cette rituel s'appelle Mutengi. Mutengi. Très bien. Mutengi. Et elle était parce qu'aujourd'hui les gens ne le font plus, elle était pratiquée chez les Bomitaba dans la Likwala. Et je pense que même d'autres tribus, certainement qu'ils avaient d'autres noms qu'ils ont attribués à ce genre de rituel. Il s'agit de préparer la jeune fille au mariage. Parce que le mariage, vous savez, pour la plupart des personnes, les femmes, les cultures, le mariage c'est quelque chose de valeureux. C'est l'honneur en fait pour la famille. Lorsqu'on épouse votre fille, c'est un grand honneur. Et pour cela, pour qu'elle arrive à rester dans ce foyer digne, qu'elle puisse vraiment se comporter de manière, on va dire, correcte, il faut la préparer. Et la préparation demande à ce qu'on le fasse sur tous les plans. Pas que comment tu vas préparer, non. Aussi comment tu vas te tenir avec ton mari, y compris dans votre intimité.
Et c'est ce qui se passe avec Mutengi. Et là, vous donnez beaucoup de détails, je dis bien beaucoup de détails, parce que dans votre élan de valorisation de la culture congolaise, vous essayez de nous plonger même dans l'intimité du couple, dans cet ouvrage. Oui, effectivement. Parce que pour vous, c'est une phase aussi effectivement. importante. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut que les gens lisent. Je pousse les gens à lire les livres pour connaître ce que j'ai vraiment raconté. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est... Parce que de nos jours, il y a tellement de tabous que les jeunes filles n'ont plus de repères en fait. Pas que les jeunes filles, tout le monde n'a plus de repères parce qu'il y a trop de tabous. Il y a des sujets que les parents, les mamans ou les papas n'osent pas aborder avec leurs enfants. Alors que lorsque tu prends ton enfant, ta fille ou ton fils, tu lui dis exactement ce qu'il faut faire dans certains domaines. Mais toi-même, puisque tu as plus d'expérience que lui ou elle, bah, ça sera un peu plus simple pour lui. Ou elle, voilà. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans les livres. C'est-à-dire que la communication entre les parents et les enfants, c'est très important. Ça fait partie de notre culture. Je me souviens, nous, on a grandi avec un père et une mère qui, à chaque fois, c'est-à-dire chaque soir, on vous fait asseoir, il y a toujours quelque chose à dire. On vous donne des conseils, Matéa, on vous dit des choses, comment faire, il y a toujours quelque chose à dire et ça ne manque pas. Et quand on écoutait les récits de la grand-mère, c'est pareil. Elle avait toujours quelque chose à dire à papa régulièrement. Et mon père, c'est quelqu'un, quand tu discutes avec lui, en tout cas, même pas 3 minutes, elle te dira, mon père disait, parce que papa a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Un peu à l'image des contes de Milly. Un peu à l'image des contes de Milly, voilà. Réunion de famille, pour vous, ce concept, à quelle place dans notre tradition? Comme c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de communiquer. C'est important de communiquer parce que lorsque la nature a horreur du vide, parce que lorsque vous ne communiquez pas avec vos proches, vos familles, vos enfants, ils vont aller communiquer ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont aller écouter ailleurs? C'est là. Il y a des choses que vous n'allez plus contrôler. Même si naturellement, il y a des choses que vous n'allez plus contrôler. Mais au moins, si vous-même vous faites asseoir les bases, c'est-à-dire qu'il y a des choses, dès le début, vous avez dit 1 + 1 = 2, 2 + 3 = Les enfants, ils ont tendance à grandir avec ça. Et à ne pas se laisser influencer par n'importe quel discours. C'est très important, je pense que c'est capital aujourd'hui, que nous puissions justement se souvenir de notre culture qui est vraiment axée sur la communication et de ne pas s'en éloigner. On l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire d'amour, histoire envoûtante aussi bien, histoire où l'escroquerie est au cœur, la spiritualité au cœur. Mais vous parlez du coup raté dans cet ouvrage, vous parlez de la déception dans cet ouvrage. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez communiquer en mettant en relief l'histoire de cette jeune femme, fille unique de sa mère, Ima plutôt, qui est dans une quête perpétuelle d'un amour à un amour durable. C'est quoi ce que vous voulez raconter ici? Alors, ce que je raconte, déjà, j'expose là les turpitudes de la vie, parce que ce n'est pas la vie de Enki, c'est pas vraiment un long fleuve tranquille. On peut constater qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a toujours des problèmes. Et c'est ça la vie en réalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle arrive toujours à surmonter ces problèmes. Elle est résiliente. Elle tombe beaucoup, elle se relève aussi. Elle rencontre beaucoup de personnes, des faux amis, on l'a trahi. Bref, elle rencontre beaucoup de choses. Vous avez lu le tome 2, vous allez constater qu'il y aura, à un moment donné, elle aura un problème avec sa belle-mère. Parce que sa belle-mère veut à tout prix que son fils soit polygame. Et le fils ne veut pas. Son fils, le fils aime Enki. Il veut rester avec sa dulcinée Enki. La maman dit non, tu es âgé, tu ne peux pas avoir qu'une seule femme parce que moi, je veux avoir des petits-enfants. Un vrai Bantou doit avoir au moins une dizaine d'enfants. Tu commences à faire des enfants tard, avec une seule femme, tu me feras combien de petits-enfants? Et donc, la belle-mère commence à encourager la femme qui venait donc de divorcer avec son fils, de revenir, de se battre pour rester dans le foyer. Et ça aussi, ce sont des histoires qu'on retrouve dans la société.
ce sont des choses... C'est très passionnant, le livre, parce qu'un peu plus loin, vous essayez d'épingler, comme on le disait dès l'entame de cette émission, l'escroquerie dans les églises avec la fameuse Kohénie, la prophétesse, qui, elle, essaie de détourner l'attention avec des prophéties qui ne tiennent pas la route. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que religion ne marche pas avec l'ancestralité? C'est ça ce que vous voulez dire ou... Alors, il faut savoir faire la part des choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la démarche spirituelle, elle est individuelle. Chacun choisit quelle démarche elle prend ou il prend pour sa vie. Maintenant, ce qu'il faut, on va dire, proscrire, c'est la malhonnêteté. Parce que, autant on trouve des malhonnêtes dans la tradition, on les trouve aussi à l'église. Donc, il faut faire attention à qui faire confiance. Il ne faut surtout pas se laisser guider par une autre personne. Moi, je pense que quand on lit vraiment même la Bible, Dieu est en nous, en chacun. On est tous dotés d'un petit pouvoir. Cela n'exclut pas d'aller à l'église, mais se laisser guider par un autre individu, je trouve quand même qu'il faut être prudent aujourd'hui parce que les moralités sont douteuses. Vous vous en prenez aussi dans votre ouvrage à cette fameuse tradition. Tantôt vous la défendez, tantôt vous essayez aussi de choquer. Parce que vous ne cautionnez pas l'infidélité des hommes dans cet ouvrage. Non, il faut bien lire. À vous de me contredire ou pas? Non. Oui. Donc, pas moi, le narrateur dans le livre. Très bien, allez-y. Le narrateur dans le livre. On vous concède ça. Le narrateur dans le livre n'est pas d'accord sur le fait qu'on minimise l'infidélité quand il s'agit de l'homme et qu'on dise que c'est très grave quand il s'agit de la femme, parce que les femmes souffrent autant que les hommes. C'est ça en fait. Voilà. Je vais aider nos chers téléspectateurs, les internautes à comprendre un peu ces phrases qu'on concède, qu'on donne au narrateur. C'est Mildred qui le fait sur ce plateau. Elle dit, mais non, je commence par ça, car l'infidélité de la femme est quelque chose de très grave dans notre coutume. Ça, c'est la coutume. Et le narrateur va donner un peu son point de vue par rapport à ça. Ça, c'est la maman Ima qui parle. Oui, un peu plus tard, le narrateur va donner son point de vue par rapport à ça. D'ailleurs, vous l'avez bien signifié. Maman, arrête cette théorie, s'il te plaît. Ça, c'est Enki qui parle. Oui, arrête cette théorie. La femme n'a pas un cœur en métal et l'homme un cœur en chair. Nous sommes tous pareils. Donc, l'infidélité, que ce soit chez l'homme ou la femme, fait très mal à celui qui ou celle qui subit. Ok. C'est ce que vous dites. Ok. Alors là, on a une maman congolaise, une très bonne maman congolaise, qui essaie de faire... Un peu à l'image de Mildred Mukenga. Pardon. Un peu à l'image de Mildred Mukenga. Non, mais moi, je ne suis pas le personnage du livre. Allez-y, parlez de cette maman. On a une maman congolaise qui dit à sa fille, attention, dans notre culture, l'infidélité de la femme n'est pas acceptée. Et c'est sa fille qui répond, non, maman, attention, on est tous des êtres humains. Donc le dialogue se passe entre la mère et sa fille. Et toi, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Wences? Et qu'est-ce que les téléspectateurs pensent de cela? Ben, peut-être que la vie qui compterait serait la vie de l'autrice qui est sur ce plateau. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, en racontant ça, vous faites un petit recul par rapport à vous-même? Est-ce que c'est pas vous inquiet dans cette Je pense quand même qu'il faut laisser les téléspectateurs en décider. Non, je ne peux pas être inquiet. Ils auront d'ailleurs le temps d'aller chercher. Je ne peux pas être inquiet. Le livre est disponible. Oui, disponible à la librairie Les Mangueux des Pêches de Brazzaville. Mais je pense que c'est vraiment... Quand c'est vraiment subjectif, il faut libérer la parole. Voilà, tout le monde peut s'exprimer, justement. L'échange est passionnant. Nous avons Mildred Mukenga sur ce plateau. Justement, c'est sans détour que nous essayons de poser des questions et qu'elle tente aussi de donner des réponses. On tend déjà vers la fin de cette émission et on revient dans cette fameuse forêt équatoriale que Mildred Mukenga essaie de nous raconter, essaie de nous dire certainement toutes les puissantes croyances qu'il y a dedans. Mildred Mukenga, dites-nous, cette forêt équatoriale, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne l'a pas tant vantée et il faut continuer à le faire, raconter cette Afrique qui aujourd'hui est à la croisée des chemins, mais qui se perd tantôt aussi? Alors,
Je discutais avec un ami qui a l'habitude de s'aventurer dans cette même forêt, qui me racontait que lorsqu'il partait vivre, puisqu'il passe son temps souvent à vivre avec les pygmées, il y a des moments, il pouvait être avec eux, ils échangeaient, et voilà, on part dans la forêt. Ces derniers lui faisaient des jeux. Parfois, vous vous baladez comme ça, il tourne derrière un arbre, pouf, il disparaît, on ne le voit plus. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris un fétiche, quelque chose, il a disparu. Le gars, il avait peur, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, tac, le même gars va sortir d'un endroit bizarre. Vous voyez un peu des choses comme ça, mais ça existe. C'est-à-dire que les pygmées, en l'occurrence, puisque c'est eux qui sont dans cette forêt, mais si vous avez la chance d'écouter certaines anecdotes, vous allez être agréablement surpris. Donc, et même cette histoire de Samalé aujourd'hui, c'est toujours un mystère. Moi, ça m'intrigue beaucoup parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Comment est-ce que ces personnes étaient initiées? Comment est-ce qu'ils avaient, comment ils faisaient pour avoir ce pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous voyez? J'ai essayé de faire quelques recherches, de rencontrer un grand-oncle à moi qui connaissait à peu près l'histoire, qui m'a raconté. Effectivement, oui, c'était réel, ça s'est passé comme ceci, comme cela. Mais j'aurais voulu avoir un initié qui me dise qu'est-ce qu'il en était, parce qu'il paraît que jusqu'à aujourd'hui, quand on les voit, il y en a qui sont toujours là, bah, ils ont des cicatrices au dos, et tout ça c'est intriguant. Ça mérite d'être écrit quelque part, on doit savoir ce qui s'est passé. Effectivement, quand vents et marées, toutes les tempêtes, vraiment la modernité qui court avec l'afflux de toutes les informations qu'il y a, on se rend compte que la tradition africaine est perpétuée et vous êtes dans cette démarche avec aujourd'hui votre blog. Vous essayez de raconter Milimouk conte. Qu'est-ce que vous comptez? Au-delà de ce que vous racontez dans Nyuki, notamment Inki, cet ouvrage. Moi, à chaque fois que j'ai une information, qu'on me raconte une histoire que je pense qui contient des informations qui sont vraiment liées à notre histoire, à notre savoir-faire, à notre savoir-être, je trouve important de sauvegarder cela. Parce que, comme j'aime à le dire, aujourd'hui, un Américain, un Français, un Chinois ne va pas quitter son pays pour venir voir la tour Nambemba, ou pour venir découvrir Cendrillon, ou pour venir découvrir quoi d'autre, les films de Bruce Lee ou je ne sais pas moi, non. Non, il sera beaucoup plus motivé s'il vient découvrir ce que nous avons comme richesse. C'est de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, moi, ça me ferait plaisir que nos enfants puissent s'identifier aux héros, aux héroïnes qui sont les nôtres. Ce que justifie d'ailleurs le choix des personnages, des noms des personnages dans cet ouvrage. Effectivement. Aujourd'hui, nous devons trouver beau que quelqu'un s'appelle Isongo, que quelqu'un s'appelle... comme Inki ici. Inki, que quelqu'un s'appelle, que sais-je encore. On doit commencer à ressentir de la beauté en écoutant ces choses. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, non, mais il y a des moments où tu donnes ton nom, tu as un nom, on dit oui, ça, non, ça passe pas. À la limite, on peut se moquer de toi parce que tu as un nom typiquement congolais. Il faut qu'on bouleverse cette tendance. Ça, pour moi, c'est une mission de vie. Et j'espère que d'ici là, mes compatriotes vont comprendre l'essence même de ce combat que je trouve très noble. Et que tous ensemble, on va se mettre dans cette démarche. Remarquez, quand vous rencontrez nos frères ouest-africains, tout de suite, vous les identifiez par leur prénom. Et lorsque on va voir un noir qui s'appelle Mildred, comme moi, et une autre qui s'appelle, par exemple, Aïcha ou Oumou, mais on a tendance déjà à se dire que Oumou peut apporter quelque chose qu'on ne connaît pas, d'originel. Mais Mildred, même rien que, imagine, on ne nous voit pas. Voilà, on a envoyé nos CV, moi je mets Mildred, et là-bas on met Oumou ou Aya ou quoi. Si le critère est de chercher, de prendre les noirs, on prendra qui? Oumou. Pas Mildred alors. Pas Mildred. Non, si c'est par critère. Oui, c'est par critère. Oui. On ne voit pas de visage, on ne sait pas qui postule. Voilà, on doit s'identifier, on doit quand même avoir ces éléments-là qui permettent à ce qu'on soit différencié des autres. C'est très important.
Mildred Mukenga, à travers sa plume, est en train de valoriser la culture congolaise dans sa diversité. Et nous l'avions reçue sur ce plateau. Elle est présentatrice télé, activiste des droits de la femme. Elle est vraiment au cœur des questions liées à l'autonomisation de la femme, mais aussi à travers ses blogs, elle véhicule le savoir-faire africain, le savoir-faire congolais, et aussi à travers cet ouvrage Inki, histoire passionnante, envoûtante. Mildred Mukenga nous replace au cœur de la forêt équatoriale. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonne continuation, bon vent. Merci Wences. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Vox Télévision, le Congo vu de l'intérieur.